Alors, donc, bonsoir à tous. On est très heureux de vous accueillir dans cette activité sur les réseaux solidaires qui prend place à la 3e journée du festival AJCM. Cette journée donc est consacrée à la solidarité et la mobilité. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque l'AJCM est un programme qui, avant tout, est un programme qui permet de parler de l'engagement citoyen en Méditerranée. Donc, un thème qui, pour nous, est complètement relié à la thématique d'aujourd'hui. Et on sera super bien accompagnés aujourd'hui. Alors, nous, on se trouve à plusieurs dans une même salle, même si on a plusieurs caméras. Et on sera accompagné aussi de la Tunisie, de Nidal en Tunisie, de Soua en Algérie, de Maria en Espagne, et ici également de l'équipe de Thierry Poulet qui va mener la discussion, également Organon, et puis la Maison pour tous de Saint-Mauro. Ok, merci. Voilà, de Saint-Mauro. Hello everybody. We're really pleased to welcome you in this session about Solidarity Mobility. This is the 3rd day of the Festival AJCM, and we have some people from Tunis, from Algeria, from Spain with us this evening, and here from Marseille. And so I will give them to speak to my colleague, to Thomas from TV Boulet. He is going to drive the session. So have a good time, and I hope we are going to exchange a lot. Thank you. Ah, juste un petit truc. Tu m'as coupé. Je suis désolée, je t'ai coupé. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Pour les traductions, il va y avoir des traductions qui vont être faites en même temps dans la fenêtre de conversation. For the translation, we have a translation in the conversation windows at the same time. And at some point, we are going to make a point in English for people that need it. Y eso, María, si acaso hay poco inglés y tú eres la única, te lo puedo hacer en español también, si te sientes como tú quieras. Vale. Je laisse la parole à Thomas cette fois pour de vrai. Voilà. Donc bonjour à tous et un grand merci à tous les gens qui sont présents en physique ou sur Zoom. Donc nous avec l'équipe, on représente Boulek TV qui est une télé participative sur le 3e arrondissement de Marseille. Notre objectif, c'est de diffuser la culture, mais aussi de travailler avec d'autres groupes, d'autres structures pour créer ensemble des vidéos qui relatent un peu ce qui se passe dans le quartier. C'est pour ça que nous avons invité sur le plateau les jeunes de Saint-Mauron et Organon. Si nous sommes tous en direct là, c'est parce qu'on a tous un point commun, c'est que nous œuvrons pour la solidarité dans nos pays respectifs. C'est un peu ce qui nous unit, nous unit tous. Et aujourd'hui, on va débattre un peu sur chacun comment on voit ça, comment on met en pratique la solidarité. Je vais vous laisser peut-être un petit tour de présentation. Donc, je vais vous appeler au fur et à mesure. Donc, peut-être on va commencer par les plus jeunes. Pues María va a empezar con un turno de presentación, ¿vale? Lo puedes hacer en inglés. Donc, à vous les jeunes de Saint-Mauron. Bonjour, nous on est un groupe de jeunes qui viennent Fort, parce que vous m'écoutez. Bonjour, en fait, nous sommes un centre qui est dans le 3e arrondissement et nous sommes là pour faire aussi des aides ensemble et là aussi faire des actes solidaires. Aujourd'hui, on est venu ici un peu pour partager avec vous ce débat et pour voir aussi ce que vous en pensez dans votre région. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Organon. Alors nous, donc Valérie Trébord. Fabien Issa Bousseta. Donc on est une compagnie de théâtre, Organon Art Compagnie. On fait essentiellement du théâtre documentaire et on est natif de ce quartier qui est la Belle de Mai dans le 3e arrondissement et on est membre du collectif des habitants organisés du 3e arrondissement et de l'an 02. Et avec ces deux associations, on œuvre sur le champ aussi de la solidarité. Ok, merci beaucoup. Nidal, peut-être? Tu veux prendre la parole?
Le micro, faut que tu mettes ton micro. Ah oui, bah, j'ai cru que c'est moi qui commente. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Nidal Benamor. Je suis des scouts tunisiens, mon association, et puis je suis de Sfax au sud tunisien. Voilà, et puis je suis là avec vous depuis un moment quand même. Ça fait des semaines qu'on discute ensemble et qu'on organise de belles choses ensemble. Ravi d'être là. Ok, nous aussi on est ravis que tu sois là. Osama? Bonjour, Oussama Fersi, un étudiant. Je représente les scouts ici. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Merci à toi. Maria, your turn. Hello, I'm Maria. I'm the president of a Luz Azul NGO in Spain, in the south, in Sevilla. We usually organize international volunteers for young people, but now since COVID came, we have came out with some initiatives in Spain to help more needed people since the health and economic crisis that we have been receiving recently. And I'm really happy to be here with you and to talk with you, and that's all. Ok, gracias. Marie, elle vient d'Espagne, d'accord, et elle a monté une ONG qui s'appelle Luz Azul, et elle fait des collectes, comme on parlait avant, dans son quartier. Et donc, pas que dans son quartier, et après, au fur et à mesure, elle a monté une ONG dans toute l'Espagne. Nour, je te laisse la parole. Bonjour, c'est Kautal Nour, militante du mouvement associatif algérien de la ville d'Oran. Merci. Soa? Bonjour à tous. Soura Oulha de l'Algérie. Donc, je représente la ville de Béjaïa et je suis militante ici. Donc, voilà. Bonsoir à tous. Ok, merci beaucoup. Abir, si j'ai bien prononcé. Oui, c'est ça, quasiment, ouais. Donc, c'est Abir, je suis de L'Arwat, c'est une ville au sud de l'Algérie. J'active dans le cadre d'une association qui s'appelle Recyclage des qui s'appelle Le Bonheur. Alors, on fait le recyclage des bouchons pour les enfants de la Lune. Et on active au niveau national. Il y a aussi une autre association qui s'appelle Atlas Saharien, dans laquelle on active au niveau local, au niveau de la ville de L'Arwat. C'est une association qui encourage les arts et surtout la photographie. Je suis aussi active dans Ayen, qui est une association au niveau de la ville de Tizi. Donc, c'est pour la vulgarisation de tout ce qui est notions scientifiques et techniques. Je suis très investie dans le côté écologique et droit de la femme. Ok, super, merci beaucoup. Et on finit avec Assina. Bonsoir tout le monde. Donc c'est Hassina Aoudia, je suis algérienne, je suis militante dans le mouvement associatif. Je fais partie de l'association SOS Enfants de Tizi Ouzou, qui a pour objectif la sensibilisation autour des droits de l'enfant, et aussi association Ayoun, comme Abir, et je viens de faire sa connaissance. Salut, donc, et voilà, je suis parmi vous. Merci. Super, merci beaucoup. Donc, je pense que tout le monde s'est présenté. Oui, alors il y a juste Simon et Nina, mais ils font partie de notre équipe technique. Donc, c'est bon. J'ai oublié le plus important, yes. Bonjour à tous, donc moi c'est Lies, je suis animateur jeune à la maison pour tous de Saint-Laurent, Félix 4. 10 000 personnes, je suis le collègue de Lies, pareil, le centre social Maison pour tous à Marseille, Saint-Laurent, dans le 3e. Voilà, là j'ai vraiment oublié personne, c'est parfait. Alors, juste avant de commencer, je vais vous dicter quelques petites règles qu'il faudra suivre pour le bon fonctionnement du live. Donc,
Si jamais vous allez intervenir au moment des débats, si vous avez vous voulez intervenir, vous avez un petit onglet qui est lever la main. Alors moi je le vois pas, mais normalement est-ce que vous voyez où est-ce qu'il est? Après, comme on n'est pas trop nombreux, ils peuvent demander aussi ou faire un signe. Faites un signe. Ceux qui n'ont pas de vidéo. Ok. Bon ben faites un petit signe ou alors reprenez la parole ceux qui n'ont pas la vidéo. Ouais. Donc quand il y a quelqu'un qui parle, c'est bien que tout le monde ait le micro éteint, les autres, pour pas qu'il y ait d'interférence. Et après ça ira tout seul. On va vous diffuser une petite vidéo au début et à la fin. Donc on va vous mettre le lien qui est dans la discussion, il me semble, qui vous donne directement accès à la vidéo. Et pour finir, une histoire de droit d'image. Ceux qui ne veulent pas qu'il soit filmé ou retransmis, il vous suffit juste de couper la caméra. Donc voilà, sur ces petites règles, je pense qu'on peut lancer la vidéo de présentation de cet atelier. Ok, juste pour que vous sachiez, donc la vidéo a été réalisée par plusieurs des personnes qui sont présentes aujourd'hui. Donc vous allez reconnaître aussi certaines d'entre elles. Le lien, vous l'avez maintenant tout de suite dans la conversation. Donc nous aussi, on va appuyer dessus, vous vous rappelez? Voilà. Ça va nous permettre aussi de le voir. Hola, soy María, de la ONG Luz Azul, en Sevilla, en España, y venía a contaros una de las iniciativas que estamos llevando en la época del COVID-19, que son nuestras cestas solidarias. Pues esta es una de nuestras muchas cestas solidarias. Como podéis ver, los vecinos ya han colaborado dejando algunos alimentos, y ahora nosotros vamos a poner algunos más. Mira, pues esta es una de nuestras cestas solidarias, está junto a una frutería, y el frutero colabora diariamente echando la fruta y la verdura que él puede cada día en nuestras cestas para los más necesitados. Bueno, pues así es. Ahora en tiempos de pandemia hay muchas familias que necesitan, que se han quedado prácticamente sin sustento económico y entre todos pues colaboramos en dejar aquí alimentos para que el que lo necesite, pues que se lleve lo que necesite para su casa y nada más. Muchas gracias. Je suis intervenu dans la question des aides humanitaires aux Ivoiriens. C'était de manière personnelle. Ce n'est pas dans le cadre d'une association, mais j'ai pu faire des rencontres avec des associations. J'ai collaboré avec des associations afin de porter de l'aide à nos frères ivoiriens qui vivent dans des mauvaises conditions. Bonjour, donc moi c'est Elias, je suis animateur jeune à la maison pour tous de Saint-Maurent, en France. En fait, durant l'année, des activités, des animations de quartier pour les jeunes. Donc les jeunes qui sont âgés entre 11 et 18 ans. Donc ça peut partir d'une activité sportive, une activité artistique. Et pendant le confinement, donc pendant la crise sanitaire, on a changé nos missions tous. Non seulement cette crise a changé, a modifié notre quotidien personnel et professionnel aussi. Donc on s'est retrouvés tous réunis à une seule mission, c'est de venir en aide à des gens qui sont vraiment dans Je ne fais pas partie d'une association, mais ça m'arrive d'agir au solo, comme ça m'arrive d'agir avec un collectif de citoyens. Donc la dernière action qu'on a faite, elle date de quelques jours seulement. C'est au profit des enfants issus de familles indemnisées. Donc on a appelé cette action le dressing du cœur. Donc du coup, on a essayé de récolter des vêtements pour des enfants, pour qu'ils puissent participer et vivre la fête de l'Aïd, comme tous les enfants, mettre de vêtements, de nouvelles vêtements. L'idée, c'était de se servir comme une des choses qui se passait pendant la commune. C'est des affiches, c'est des placards sur lesquels on trouvait les informations où on peut manger le soir, où on peut se réunir avec des compagnons qui ont les mêmes problèmes, où c'est qu'on trouve des clubs de discussion, où sont donnés les prochains rendez-vous pour monter des barricades, tout ça. Donc sur la fiche qu'on a composée, il y a un tiers de la fiche, c'est des informations en 3 langues, en français, comorien, arabe, sur où trouver de l'aide, où seront délivrés les prochains colis, comment faire pour les loyers. Et les 2 autres tiers de la fiche, c'est là par exemple sur l'édition sur laquelle on bosse, c'est ce feuilleton qui devait être joué dans l'espace public, qui va être raconté sous forme de roman photo.
qui me motive, moi personnellement, et la plupart des personnes avec qui je collabore, soit des individus, soit des associations, c'est que tant qu'on peut faire quelque chose, on doit le faire. Tant qu'on peut participer, tant qu'on peut anticiper à changer les choses, on doit le faire parce que c'est important. Cette terre est notre mère, donc on doit vraiment agir. Dans une période où on vit le Covid-19, l'humanité a été touchée, la terre entière a été touchée. Donc pour moi, cette pandémie est une grande leçon. Et j'espère que toute nation doit prendre ça en considération. Sincèrement, je parle, la motivation, c'est qu'ils sont des gens très très vulnérables. C'est le problème, par exemple, de communication. Même s'ils ils parlent la langue française, mais il y a des Ivoiriens qui ne savent pas communiquer, même ils ne savent pas parler la langue française. Il y a des Kenyans aussi. Leur situation, c'est devenu catastrophique avec l'avènement du corona et avec le chômage et avec donc ils sont dans des mauvaises conditions, ils ne savent rien faire sans nourriture. Les propriétaires surtout les questions de loyer, le chômage et tout ça. Les motivations, c'était aussi que, et c'est pour ça qu'il y a une affiche, c'est que l'année dernière, on a joué sur les grands plateaux, donc ce qui est filmé exactement ici. On s'est rendu compte que les grands plateaux de la friche, aucun gamin les avait vus, aucun gamin qui sont scolarisés dans cette zone-là n'est venu en tant que spectateur ni en tant qu'acteur. Aucun gamin n'a vu des sujets qui lui ressemblent ou avec lesquels il a une affinité sur des plateaux. Donc on s'est dit qu'il fallait peut-être que ce soit nous qui sortions faire du théâtre ailleurs que dans les scènes de théâtre. Ça me fait 1 an, 8 mois que je suis en Tunisie. Ici, c'était El Aviv. Nous sommes au nombre de 50 à 60 personnes et que vraiment nous vivons très très mal. Ici en Tunisie est meilleur par rapport aux autres pays maghrébins. Vraiment, j'aimerais que la Tunisie, les Tunisiens et le gouvernement puissent nous prendre en charge. Si je suis en chômage, beaucoup sont en chômage, avec des femmes enceintes. Pendant 3 mois que nous ne travaillons pas et nous sommes en chômage. Dans une maison de 2 chambres et salon, nous sommes à 10 à 15 personnes. C'est inadmissible. Vraiment, venez à nous aider. Merci. Aider les Ivoiriens, aider nos frères Ivoiriens, musulmans, chrétiens, juifs, nous sommes tous des frères. Cette terre nous réunit tous. Et merci. J'espère que ça va vraiment faire ça va booster toute action au profit de la terre. Voilà. Je vous remercie. Y es que nuestro lema es que muchas personas pequeñas haciendo actos pequeños en lugares pequeños pueden conseguir realizar grandes cambios. Attends que je s'installe. C'est bon. C'est bon, on m'entend? Vous m'entendez? Do you hear me? Yes? Oui? C'est bon? Ok, super, merci. Ok. Alors 2 secondes, je règle un petit problème technique. C'est bon. Nous revoilà. Donc cette vidéo a été réalisée par Laura, qu'on remercie. Allez. Toute l'équipe. Voilà. Et à partir de maintenant, ça va être le moment de débat. Donc je vais laisser la parole à ma collègue Julie, qui va poser quelques questions. Bonjour tout le monde. Donc du coup, on va animer le débat avec Clara.
Du coup, le débat il va se passer en 4 temps. Je vais proposer 3 questions et à la fin, il y aura un temps libre de discussion. Du coup, la première question, c'est qu'est-ce que représente l'action solidaire pour vous? Donc, pour la prise de parole, je ne sais pas comment. Levez la main. Ouais, que Levez la main. la personne qui veut parler, qu'elle lève la main, du coup. Voilà, on peut se baser, on peut faire des commentaires par rapport à ce qu'on vient de voir, parce que ça nous donne des pistes, on voit un peu ce que l'on fait les uns les autres, comment est-ce qu'ils ont répondu à ces questions. Et c'est assez intéressant de partir de l'expérience personnelle. Maria, t'as posé la première question, c'est la motivation. Qu'est-ce que représente? Qu'est-ce que ça représente? Ouais, pour vous, l'action solidaire. Que la primera pregunta, ¿qué representa para ti las acciones solidarias? ¿Qué significa para ti? Ah, on a Nidal qui veut parler en premier. Ok, Nidal, vas-y, tu peux allumer ton micro. Et ensuite, ok, génial. Allez, Nidal. En fait, pour répondre directement à la question, hein, les actions solidaires, c'est pour nous les scouts, c'est entre autres un des volets qui est là, qui fait notre existence aussi comme association. Vous m'entendez très bien là? C'est bon. Ça y est, on t'entend. Merci. Excuse-moi. Et puis voilà, donc en préparant ces vidéos et cette rencontre, on s'est dit, ben nous les scouts, nous faisons plusieurs types d'actions solidaires, et on s'est dit, puisqu'on est la JCM, une sorte de programme qui est international, à une échelle internationale, on s'est dit, ben, on se focalise dans notre intervention sur l'aspect international. Et là, on s'est dit, parce que durant la période de confinement, hein, le programme qui est international, à une échelle internationale, on s'est donc voilà, si je continue, en fait, je continue. Vas-y. Samuel, Voilà, votre micro. Le micro, il marche. Le micro de Samuel est ouvert. Si c'est possible de l'éteindre. C'est fermé. L'audio. Vas-y. Samuel. Je rejoins l'audio si vous voulez, puis je vais l'éteindre à nouveau. Mais... Ouais. Voilà, donc ici, on utilise l'audio. Ça, c'est l'écho. Voilà, merci. Continue. Voilà, donc je disais que voilà, on s'est focalisé sur des actions solidaires à une échelle qui a un aspect en quelque sorte international. Et durant la période de confinement, on a fait beaucoup d'actions solidaires avec des Tunisiens qui vivent en Tunisie, avec des gens du quartier, de Cité El Habib, mais aussi avec nos confrères africains, notamment ivoiriens. Donc il y a toute une communauté d'Ivoiriens qui vivent à Cité El Habib d'une façon régulière et parfois irrégulière. Donc voilà, on a fait beaucoup d'actions de solidarité avec eux, d'alimentation, de vaccins, d'aide sociale. Et puis voilà, donc c'était notre focus et on a réalisé ces deux vidéos. Il y en a une personne qui représente cette communauté qui vivent vraiment dans des conditions à la limite pas humaine du tout, à cause de la crise aussi, de la crise mondiale, hein, et la crise locale ici en Tunisie à cause du Covid notamment. Donc pas de travail, parce qu'ils sont plutôt des travailleurs journaliers, hein. S'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas un salaire fixe, un versement mensuel, ainsi de suite. Donc s'ils ne travaillent pas, voilà, ils n'ont rien à manger. Et puis voilà, donc la situation, elle a découvert, comme si on a découvert tout un monde derrière la réalité, hein.
c'est ce qu'on a découvert. Et puis voilà, donc la situation elle est vraiment à la limite pas humaine, comme je disais, et genre une quinzaine de personnes qui vivent dans le même appartement. Imaginez hein, des femmes enceintes qui donnent naissance à des bébés dans l'appartement, pas dans l'hôpital, et ainsi de suite. Donc du coup voilà, c'est il y a beaucoup de travail à faire avec eux, et on a pensé à voilà, donner donner plus d'idées sur ce sujet qui nous concerne tous, notamment les pays européens, parce que assez souvent nos confrères africains subsahariens, quand ils arrivent en Tunisie, c'est pour la principale cause, c'est de faire la traversée vers l'Europe. Donc, comme si la Tunisie et la Libye aussi, c'est un pays intermédiaire pour gagner un peu d'argent, collecter un peu d'argent pour faire par la suite une traversée illégale vers l'Europe. Voilà, donc c'est un sujet qui nous concerne tous, c'est la Méditerranée, et c'est pour cela qu'on a réalisé ces vidéos. Voilà. Donc c'est bon, mais merci Nidal, c'est très intéressant. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur ce que vient de dire Nidal ou enchaîner Il avait demandé la parole. Ok. Du coup, on va passer la parole aux jeunes de Saint-Mouron, de la Maison pour tous. Parlez fort. Tu peux redire la question? La question, c'est qu'est-ce que l'action solidaire représente pour vous? L'action solidaire représente, pour moi, l'action solidaire, c'est d'aider les gens, ça dans des conditions critiques avec la nourriture, et de s'entraider entre nous, de les accompagner, et voilà, de rien lâcher et de les aider. Et qu'est-ce que tu as fait, toi? On est parti à la banque alimentaire, et on est parti distribuer à manger pour des gens qui sont dans le besoin. Et on fait ça, on va faire ça demain aussi, demain matin. Ok. C'est super. Je vais peut-être repasser la parole à... Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, la suite? Tu veux compléter? Ouais. Ok, on va passer la parole à Dimitri. L'action solidaire, pour moi, c'est s'inscrire dans une échelle qui concerne déjà tout le monde, puisque en fait, le Covid a montré en grande lumière qu'il existait, même en pays européen, et même en France, il y a de nombreuses richesses, il y a de très profondes inégalités, et qu'il y a des personnes qui sont vraiment dans une profonde misère, même si on vit en France. Et pour nous, c'est de se dire, c'est pas normal. Voilà, pour nous, c'est important, en tout cas, de pouvoir s'inscrire. On est de pouvoir mettre en place des actions où on peut venir en aide pour soulager la misère de certaines personnes qui vivent aussi dans une grande détresse qui nous dépasse. On a ici à Marseille aussi pareil, ici même dans le Marseille, dans le 3e arrondissement, des familles qui vivent relogées déjà dans d'autres familles et qui peuvent se retrouver facilement même dans un T2, c'est-à-dire 3 pièces ou 2 pièces, facilement à 15 personnes, à 16 personnes, avec des petits-enfants en bas âge et qui n'ont pas forcément à manger régulièrement. Et ça, on le sait parce qu'on sait que ça existe, mais c'est vrai que le Covid a mis en lumière tout ça de manière profonde. Et pour nous, qu'on a plus, c'est important quand même de venir en aide à ces personnes. Merci. Très bien, merci Dimitri. À qui le tour? Soit lève la main. Soit, je t'ai pas vu, excuse-moi. Tu peux allumer ton micro s'il te plaît. Ok. Bonsoir. Très bien, super. Alors, l'action solidaire, les actions solidaires, comme j'ai dit sur ma vidéo, c'est aussi un devoir de tout humain, tout citoyen. Donc, parfois, on est, je dirais plutôt qu'on est plus conscient que l'autre et l'autrui est aussi
sous notre responsabilité en tant qu'humains. Donc, du coup, personnellement, que j'active en solo ou avec des collectifs ou avec des associations, pour moi, c'est très important qu'on puisse propager ça, qu'on puisse vulgariser ça, que les uns aident les autres. Les derniers temps, on a fait de mon côté, on a fait quelques actions. Donc, la collecte de sang et aussi le dressing du cœur, donc pour permettre aux enfants qui sont issus des familles indemnisées, aussi et surtout des mamans divorcées ou mamans veuves, donc pour pouvoir aider, soulager ces mamans qui n'arrivent pas à tout donner à leurs enfants. Donc on essaye de leur collecter des vêtements, leur collecter des choses de la vie courante. Donc voilà, donc du coup, moi personnellement, j'essaye de vulgariser ça sur mes réseaux sociaux, étant un visage public dans mon pays. Donc j'essaye je sens il y a quelque chose, je sais pas si c'est. Donc j'essaye de banaliser. Je sais pas si on m'entend ou pas. Oui, on t'entend, mais il y en a une sonnerie, on ne sait pas trop d'où est-ce que ça vient. C'est bon. Ouais. Tu peux. Ouais. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est très important qu'on puisse un peu faire des actions parce que on est minoritaire par rapport à disons le bassin méditerranéen. On est vraiment minime et bon, le son me dérange. Je sais pas d'où ça vient. Nous non plus. C'est J'ai pas l'impression que ce soit ici. sur le live, non. C'est Bon, l'ordinateur. je laisserai la parole à quelqu'un d'autre et voilà, je reprendrai peut-être plus tard. On va peut-être essayer de régler ce problème parce que c'est. Ouais. Coupe ton micro, Toto, quand les autres parlent. Ok, si je coupe le micro, on va voir. Bon, désolé, c'est petit problème technique, on maîtrise pas encore tout. Je vais peut-être donner la parole. Est-ce que quelqu'un veut rebondir, veut continuer? Par rapport au témoignage de Soua. Ouais. Et elle nous a beaucoup parlé aussi des mamans qui étaient toutes seules. Et moi, j'avais peut-être une question pour toi, Soua. Et ces mamans qui sont toutes seules, est-ce qu'elles peuvent bénéficier d'autres aides? Ou est-ce qu'elles dépendent uniquement de l'aide des associations et des personnes qui mettent en place leur réseau solidaire? Tu peux y aller, tu peux allumer ton micro. Il y a plus de... En fait, ces mamans-là, il y a des associations qui les aident, il y a des collectifs qui les aident aussi. Elles ont un peu l'aide de l'État. Mais le problème, c'est qu'il y a des mamans qu'on n'est même pas au courant, qui ont des difficultés. Donc, c'est un peu, on utilise, en tant que collectif, on utilise ça du bouche à l'oreille. Donc, il y a des gens qui nous communiquent, il y a des gens qui viennent nous solliciter pour nous donner les adresses, les numéros de téléphone de ces mamans-là qui n'osent même pas dire qu'elles sont dans le besoin. Donc, on essaie vraiment d'activer, on n'attend pas que les associations, on n'attend pas que l'État. Donc, nous, on est vraiment, on arrive à partir vraiment à taper aux portes, à leur dire ne soyez pas, il n'y a pas honte de dire que vous êtes dans le besoin, donc on est là, on peut vous aider. Voilà. Bon, merci, Soua. On commence à s'habituer un peu à ce sifflement. Moi aussi, j'ai envie de rebondir un peu sur le cas des mamans isolées. Il me semble que dans le quartier, dans le 3e arrondissement de Marseille, on a aussi des familles, des femmes qui sont isolées tout seules. Et j'aimerais demander comment est-ce que vous, Organon, parce que vous êtes au cœur d'un collectif d'aide qui s'appelle le CHO3, comment est-ce que vous gérez ce genre de cas? On a commencé déjà l'année dernière à d'autres membres du collectif ont commencé à faire du porte-à-porte
pour voir un petit peu les conditions après le drame de la rue de Bagne. Pour les personnes qui sont en France, je précise. Nous sommes quand même ici dans le quartier le plus pauvre de France, alors que la France est la 6e puissance du monde. Ça donne un peu l'impression de vivre dans une pièce qui serait en ruine, alors que nous sommes hébergés dans un palais. C'est quelque chose qui peut rendre fou, c'est quelque chose qui rend énervé, mais la colère, ça peut se traduire positivement en actes. Et l'année dernière, dans cette ville qui est la 2e de la 6e puissance mondiale, des immeubles se sont effondrés avec leurs habitants à l'intérieur. Et c'était des immeubles insalubres. Tout le monde connaissait cette situation. Et donc ici, à la Belle de Mai, on a décidé d'un petit peu prendre de l'avance sur les drames et de faire du porte-à-porte pour voir les conditions dans lesquelles vivaient les gens et comment on pouvait faire remonter ça aux politiques. Donc dès que le confinement a été décidé, très vite, on a été en mesure d'avoir une idée assez précise de qui allait être isolé, qui n'allait plus faire de boulot au black, qui allait être privé des repas de cantine. Et surtout, nous avions anticipé le fait que la ville de Marseille n'est que peu réactive aux situations des quartiers populaires. Donc, des réseaux de parrainage, parce que l'entraide, plutôt l'aide, la simple aide, c'est un peu problématique parce que c'est pas de l'humanitaire. Il s'agit d'une communauté. Des chiens sont capables de s'aider entre eux. Et c'est des qualités humaines sur la notion d'interdépendance qui ont été perdues dans les pays que l'on dit puissants. Donc l'idée, c'était de réactiver le fait que un voisin peut avoir l'œil sur un autre voisin. Et c'est pas de l'aumône qu'on fait. C'est juste redéfinir comment les humains doivent vivre entre eux. Comment les humains doivent vivre entre eux. Parce qu'on n'est pas humain, on le devient. On peut dire d'un humain, il n'est pas humain, mais on ne peut pas dire d'un chien qu'il n'est pas un chien. Très vite, les écoles ont fait remonter à l'entraide les situations des mamans qui allaient être seules, les situations des pères qui ne travaillaient plus, les situations de régularisation des papiers qui allaient être bloqués de ma fenêtre, des adolescents faire des poubelles le 2e jour du confinement. Et je me suis rendu compte que cette colère, elle était partagée, que cette indignation, elle était partagée. Nous, on est des enfants d'immigrés, moitié Tunisie, moitié Italie. Quand une partie de notre famille est arrivée d'Italie ici, c'était des gens qui vivaient dans une misère incroyable au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, on est le XXIe siècle et on dirait que tous les progrès sociaux que la France se vante avoir fait à la face du monde entier, on dirait qu'une majeure partie de ces progrès sociaux ont disparu. Comment ça se fait que des adolescents, que des femmes restent sans lait, sans nourriture pendant 3 jours dans la 6e puissance du monde? Comment ce pays se permet de faire des leçons à l'extérieur alors que lui-même, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dans les quartiers populaires, c'est elle qui prend en charge des problèmes d'insalubrité de la même manière qu'elle peut le faire à Gao, à Niamey ou à Ouaga. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a disparu? Et cette colère a très vite mis en place un réseau de solidarité, c'est-à-dire un réseau où on se rend compte qu'on est dépendant et que ça coûte rien d'aller sonner à ta voisine et de lui dire « Hey, tu as du lait aujourd'hui? Tu n'as pas du lait? Les petits, ils ont une carte pour aller sur Internet pour travailler avec la maîtresse. Il y a eu des couches, il n'y a pas eu des couches. » Et qu'ensemble, c'est évident que si on n'est qu'un groupe de 15 à s'occuper de 1500 personnes dans le quartier, c'est insurmontable. Mais si sur 1500 personnes qui sont en danger, on arrive à dégager au moins, allez, elles y sont 500 personnes un peu stables dans ce quartier, très légèrement, hein, très légèrement, mais elles y sont. Et si ces 500 personnes-là jettent l'œil sur 3 autres, ça fait 2 jours on l'a pas vu à la fenêtre. La maman, elle a l'air fatiguée. Et voilà, donc ça a permis, la solidarité ici a permis de retisser des liens. Nous, on est nés ici, moi j'habite encore ici, mais depuis cet événement, je me rends compte que c'est comme si on avait décollé les façades des immeubles
et on sait maintenant qui y a à l'intérieur. Moi, je ne peux pas faire 2 pas dans le quartier à la Belle de Mai. Je ne suis pas le seul. Hein. Je ne suis pas le seul. Sur le réseau d'entraide, on est énormément maintenant où on fait 2 pas. On dit bonjour à tout le monde. On a l'impression que c'est une communauté hyper harmonieuse alors qu'on n'a jamais vécu de crise identique. Mais ça ressemble à l'harmonie. C'est tout simplement parce que ça prend le visage de l'humanité. Ok. Ben, merci beaucoup, Aïssa, pour ce poignant témoignage. Parce que Kautar faire beaucoup comme ça, avec la tête. Kautar, tu t'es reconnu dans ce témoignage? Ben, à force qu'il a vraiment, il nous a transmis son vécu, ses événements aussi. Du coup, ça m'a vraiment marqué. Donc, merci pour vos témoignages, vraiment. Et surtout que cette période, effectivement, cette période a regroupé les personnes. Et il y a eu beaucoup d'initiatives, par exemple en Algérie, à Oran, à Alger, à Tmouchent et d'autres villes. Il y a eu des initiatives qui étaient faites par des simples citoyens, des simples bénévoles, à titre personnel, sans aucune casquette, ni étatique, ni associative. Pourquoi? Pour aider les autres. Parce qu'ils étaient dans un moment vraiment très, très délicat et vraiment très critique. Alors, il y avait le groupe Netaounouga. Alors, c'était un groupe qui faisait le relais entre les donateurs et les familles nécessiteuses et les enfants, les mamans. Donc, c'était un moment où on a senti qu'on a raté beaucoup de choses dans notre vie parce qu'il y avait beaucoup de familles qui étaient besoin de notre aide, qui étaient dans la phase de danger, mais on n'a pas pensé. Parce que pour nous, c'est bon, comme vous avez dit, ils sont dans les immeubles, tout est beau, la vie est jolie, tranquille, les sourires, c'est bon, tout est bien. Mais au final, non, c'est pas ça. Parce qu'il y a eu cette crise dont elle a montré vraiment que les personnes les personnes comme Adine Nedal, qui travaillent un travail journalier, ils n'ont pas pu supporter au-delà du 3e jour. C'est bon, c'était la cata pour eux. Du coup, c'était le moment pour les associations, pour les groupes bénévoles, pour tout citoyen, pour aider l'autre. Aussi, on a senti le sens de l'humanité. L'humanité, c'est aller chez le voisin et demander si tu as besoin de quelque chose. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à m'appeler, à venir me dire, malgré que nous ne sommes pas de la famille, mais nous sommes des voisins. Donc, on est les plus proches que la famille, que peut-être elle est plus lointaine. Alors, c'est vraiment la communication interpersonnelle a commencé vraiment à être plus harmonieuse, comme vous avez déjà dit, et aussi très complémentaire. Et on a senti que ensemble, on peut vivre mieux. Voilà. Donc aussi, dans le même contexte, il n'y a pas que la solidarité avec les dons, mais aussi il y avait une autre façon d'être solidaire avec les autres, c'était à travers l'animation des groupes de parole pour les femmes victimes de violences. Cette période de Covid-19, il y a eu beaucoup de violences conjugales. Donc d'habitude, les papas sortent, du coup, il y a au moins il y a un temps limité pour le contact, mais tous les 2 mois affilés, ça c'était pas du tout évident pour des familles qui vivaient à la base des tensions et des problèmes familiaux. Alors, c'était à travers des groupes de parole, que ce soit sur Zoom, que ce soit avec appel téléphonique, avec les thérapeutes de famille. Donc, c'est comment aller vers eux, comment rentrer chez eux, malgré que nous sommes en confinement, mais il y avait une oreille qu'elle était en train de les écouter avec cœur ouvert et aussi bras ouverts, capable de les aider et surtout capable de diminuer la tension qu'ils ont vécu. Donc voilà. Merci. Merci.
Ben, merci à toi. On va peut-être passer à la deuxième question, à part s'il y a un dernier témoignage. Non. Très bien. Deuxième Alors, question. du coup, pour la deuxième question, c'est dans quel contexte vous intervenez et est-ce qu'il permet de faciliter les actions solidaires? Donc, peut-être on va laisser la parole aux gens qui n'ont pas encore parlé. Peut-être Maria, tu veux prendre la parole? María, hemos ido hablando mucho del contexto, realmente ya poco a poco la gente ha ido hablando de cómo el COVID ha cambiado un poco su forma de intervenir y su forma de entender la solidaridad en su contexto, ¿no? Entonces, naturalmente hemos ido ya hacia la segunda pregunta y bueno, pues tú ya me hablaste muchas veces de eso, de cómo iba, en qué situación estabais ahora en España y en qué situación se encontraba la familia y en qué contexto tú organizas tus acciones. Okay, so, okay, yeah, it's true that COVID has changed everything for my organization. As I told you before, we were organizing international volunteering for young people. But since we have seen the need so close, we have changed totally our action. Since the beginning of the COVID, in Spain, we, as you all know, the numbers, the figures were quite bad. The number of deaths and of illness people were high, and the employment has increased a lot. So there has been many families who have never been in poverty or in need before. They have never been in the necessity of looking for help for anything, but now they needed to. And they didn't know where to go to ask for help. And also the first time you are in the need of looking for help for you and your family, even for food, it's hard. Like if you are a mother or a father of three children and you need to go to a social comedor. ¿Cómo se dice comedor social? Restaurant solidaire. Or even in French, it's okay. Un restaurant like it's hard to attend to the social help institutions for the first time. So in Luz Azul, we have been receiving the call for different needs. And what we have tried to do is helping in all the things that we could, even if we weren't working with that before. And that was the case because in Spain, the institutional organizations, or even the state or the huge NGOs, were super saturated. So they were not receiving more people that if you were receiving the aid from those organizations before COVID, it was okay. They had help for you. But for the new people who have never been in that situation before, they didn't have any resources for you. So we have been trying to attend those people, sending food to families, creating around all the cities in Spain, solidarity food baskets, so that inside the neighborhoods, the people could help each other to have food at the end of the day for every family. We have been creating and distributing masks, sanitary masks, because people couldn't afford for them. And in the government in Spain, they weren't free. And we have been helping people who were elderly people or people in high risk because of any illnesses that couldn't even go to the supermarket. We have been doing the shopping for all those people to avoid them to go out of their houses and be exposed to the risk of the COVID. So the situation, as you have been telling you, has not been easy, and it has been completely different as before. And that was my context, and we have been adapting, and I hope that things are becoming better. I think that slowly things are becoming better, but now it's not only the sanitary crisis that is slowing now, but the economic crisis that COVID is going to make in Spain and is going to stay for long. So we don't know how we are going to keep helping those people, because we have been living from Luz Azul from donations, but donations are punctual.
And I think our huge challenge now is try to find a constant source of economic resources, or even from the state or sponsors or anything like that, because we cannot still survive only from donations. So now this is my context and my challenge for the next year or the next months. And I'm happy to tell you the things how we are seeing things here in Spain. Thank you. Vous avez pu lire, c'est bon? Un petit peu? Elle a bien fait la différence entre, donc pour ceux qui, on avait la traduction, mais je reviens un petit peu peut-être sur les points forts de ce qu'a dit Maria. Elle a bien fait la différence aussi également, pour rebondir sur ce qui avait été dit avant, sur le contexte, l'avant et l'après Covid aussi, ce que ça a changé pour elle au niveau des prestations qu'elle donnait. Et puis, elle a appuyé le fait qu'il y a aussi beaucoup de familles qui n'avaient pas besoin d'aide avant, qui ont besoin de demander de l'aide à ce moment-là. Et pour elle, ce qui a été difficile à gérer et ce qu'elle a trouvé difficile pour les gens, c'était de faire le pas, de demander de l'aide. En fait, elle a parlé aussi de la honte qu'on peut ressentir quand on a besoin d'aide, on n'ose pas en fait demander, comme on parlait avant des relations avec son voisin, qu'on n'ose pas aller demander de l'aide quand on en a besoin. Et qu'elle trouvait que c'était quelque chose qui était, qu'il fallait justement travailler là-dessus, parce que ça devrait pas être le cas. Ok, très bien. Peut-être quelqu'un encore qu'on n'a pas entendu, Abir ou Osama? Salut. La parole est à Abir. Donc, en Algérie, en fait, on n'a pas vraiment senti le Covid comme un petit peu ailleurs en Europe surtout. On n'a pas eu vraiment un changement trop brusque. Peut-être que la première semaine, c'est vrai qu'on a eu c'est vrai que les gens ont un petit peu respecté les mesures de sécurité, on sortait pas, il y avait un vrai confinement. Je parle du sud de l'Algérie surtout parce que c'est aussi différent par rapport au nord. Mais après, je crois qu'à partir de la deuxième semaine, déjà, les gens ont commencé à se déconfiner. Donc, ça n'a pas vraiment impacté la société. Même le nombre de décès ou bien de malades n'est vraiment pas important. Genre, la grippe fait autant de morts que le Covid en a fait cette année en Algérie. Par contre, on a toujours eu, ces dernières années, on est en train d'avancer vers une grosse crise économique. Et ça se fait ressentir depuis 2 ans. Cette année-là, on est en train d'atteindre notre pic actuellement. Et donc, les personnes qui sont journalières, notamment, ont vraiment ressenti la crise ces temps-ci. Les personnes qui sont plus malades et qui ont besoin d'acheter, par exemple, des médicaments, avec la hausse des prix des médicaments, ressentent vraiment ça. Donc, moi qui travaille avec les enfants atteints de la maladie de la Lune, en fait, c'est ça qu'on appelle les enfants de la Lune, ils sont en général, bon, par rapport aux enfants qui sont avec l'association, enfin, qui sont en contact avec l'association, ils ont ressenti la crise, notamment par rapport au prix des soins dont ils ont besoin. Donc, malgré les aides, genre les coups fins pour le Ramadan ou bien pour l'Aïd, ou bien occasionnellement quand on envoie des médicaments pour aider les familles, on réalise bien que ça ne suffit pas. Il faut vraiment qu'il y ait plus de mobilisation dans les villes. Il faut que les gens sachent déjà que ce dont ils ont parlé tout à l'heure, Arissa, je crois, c'est vrai que c'était vraiment une merveilleuse preuve de solidarité, le fait d'aller vers son voisin et puis lui demander si ça va ou pas. Donc, ça devrait vraiment être généralisé. Chez nous, ce n'est pas vraiment le cas, même si, en général, les gens parlent en communauté, ça discute, mais on ne s'en traite pas vraiment de la manière dont on devrait. Peut-être que c'est un point sur lequel on devrait travailler plus. Super, merci beaucoup, Abir. Peut-être toujours pareil, le même principe, une réaction ou ceux qui n'ont pas le micro, n'hésitez pas à couper le micro et dire je veux intervenir, on vous donnera la parole. Bilal. Tu peux allumer ton micro. Bonsoir à tous, donc je me présente Bilal,
d'Algérie, de Kabylie et plus précisément, de Tizi Ouzou. Donc, je veux juste parler globalement sur si on va parler sur le Covid, donc la situation actuelle, ou bien un peu quelques jours en arrière. Donc, disons que il y a eu ce principe de solidarité donc, qui s'est instauré au bout des premiers jours. Donc, on n'a pas vraiment attendu l'État pour qu'elle réagisse avec nous. Donc, les gens, ils ont commencé à s'entraider et il y a eu des denrées alimentaires qui se sont partagées. Il y a eu une mobilisation énorme, surtout dans les régions de Kabylie, donc où il y a eu un confinement vraiment total. Et c'était carrément des comités de village qui s'organisaient pour la distribution de denrées alimentaires. C'est eux-mêmes qui cherchaient tout un chacun, donc tout ce dont ils ont besoin, les gens de ces villages. Donc ils font contact. Ils ont toujours recours à ce comité, ils les contactent pour qu'ils leur achètent des choses, pour qu'ils leur amènent des médicaments. Du coup, les gens, ils ne sortaient pas. Du coup, on peut dire que c'était vraiment réussi et il y a un confinement total. Et carrément, ils ont interdit l'accès aux étrangers au village, carrément. Donc, c'était quand même un principe bien réussi. Mais si, donc, je vais juste mettre un accent sur ce que Abir venait de dire. Donc, elle disait que on l'a pas assez bien réussi, certes, mais on peut pas satisfaire tout le monde non plus. Donc, on peut aider. Il y a des gens qui peuvent aider. Il y a des mesures du possible quand même. Donc, à un moment donné, il y a des gens qui ont besoin, certes, mais on doit dire que le Covid a affecté pas mal de monde aussi, donc pas mal de gens aussi, même ceux qui sont plus aisés que les autres. Donc, ils peuvent aider pour un premier temps, mais au-delà, eux aussi, ils en auront aussi besoin. Donc, il faut quand même, voilà, il faut chercher d'autres sources, mais ce n'est pas vraiment évident. C'était dur. Donc, le premier temps, c'était vraiment magnifique. C'était très bien réussi. Il y a eu plusieurs initiatives, mais au-delà, ça commence à diminuer. D'ailleurs, c'était aussi notre cas. On voulait lancer pour la création de visières qu'on voulait distribuer aux hôpitaux. Mais il y avait quand même pas mal d'associations qui les faisaient. Du coup, donc, on pouvait bien s'abstenir à l'idée, donc il faut passer à autre chose. Du coup, de notre part, comme on travaille avec des enfants, donc on s'est lancé dans la collecte de lait, de couches pour bébés, donc à savoir, donc ce sont des produits qui coûtent assez cher. Et, on a essayé de se lancer de ce volet, mais c'est aussi dur, donc on galère aussi pour en récolter des dons et les distribuer. Et on a compensé aussi post-Covid. Donc, on veut lancer une initiative afin de permettre aux enfants de reprendre un peu l'ambiance des écoles. Donc, ça sera un peu une école d'été. Donc, qu'on compte organiser à l'avenir. Donc, ça sera pour peut-être dans quelques jours ou un mois peut-être. Donc, le temps de s'organiser. Donc, ça sera un peu ça. Donc, puisque on est spécialisé plutôt dans l'enfance. Et les autres activités, vraiment, ça reste quand même à discuter. Espérant que cela va s'arranger pour certaines familles qui vraiment s'avèrent dans une nécessité énorme. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci à vous. Merci beaucoup, Bilal. On discute, mais le temps tourne. Il ne reste plus énormément de temps, donc je propose qu'on passe directement à la troisième question et interviendra quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Donc, la dernière question, c'est quels sont les freins et les risques que vous rencontrez dans les actions solidaires que vous menez? Je propose peut-être à Sina, aux gens qu'on ne voit pas, si quelqu'un veut prendre la parole. Sina ou Chatouti, Amine. Oui, tu veux prendre la parole? Ouais. Il faut que tu... Ah ben non, le micro c'est bon en fait.
C'est bon. Les risques sont un peu. Les risques sont le manque de nourriture, le chargement, peut-être qu'il manque pour un plus de camion pour changer la nourriture. Des personnes qui sont en manque de nourriture. Et voilà. Donc, tu trouves des problèmes de logistique, en fait. Voilà. Quand tu veux aider, tu as des manques, en fait, au niveau du matériel, au niveau de la logistique. Si tu dois distribuer, il manque des camions pour mettre la nourriture dedans. Et peut-être qu'il y a plus de personnes qui ont de nourriture en amont. Et il n'y a pas assez de nourriture qui arrive, en fait, c'est ça? Et pour la distribution? La distribution, c'était au centre social Saint-Laurent. Ils sont dans le 3e arrondissement de Marseille, pardon. Et les gens qui sont en nourriture ou bien, ils l'ont distribué. C'est vous qui distribuez, c'est les volontaires qui distribuent. Okay, merci. Ok. Est-ce que d'autres personnes rencontrent comme ça des problèmes de logistique ou des problèmes d'organisation ou même tout d'autres problèmes? Oui, Abir, elle dit oui. En fait, chez nous, c'est surtout le transport qui représente un problème. Et puisqu'il y avait, à cause du Covid, il y avait on pouvait plus voyager et que chez nous, chaque ville est super loin de l'autre. Donc, le transport, c'est vrai que ça a représenté un gros problème. Que ce soit par rapport aux magasins pour qu'ils puissent renouveler leur stock, ou bien par rapport aux particuliers. Au début de la crise, où, à ce qu'il paraît, en Europe, vous avez eu le problème du papier hygiénique. Chez nous, ça a été pour la semoule et la farine. Donc, il y en avait vraiment plus dans les magasins parce que pour renouveler les stocks, c'était un petit peu compliqué. Mais puis même pour envoyer des aides, par exemple, c'était aussi compliqué par rapport au transport. Bref, la logistique, c'est le transport, problème chez nous. Nidal, en Tunisie, vous trouvez aussi des problèmes de logistique? Oui, certainement. Hein. Certainement qu'on trouve des problèmes logistiques. Hein. C'est aussi la même chose hein, pour tout le monde. Mais sinon, je trouve, en dehors de la période du Covid, hein, dans l'état normal pour des actions solidaires, c'est aussi les moyens financiers. C'est pas évident hein, d'organiser des actions solidaires et d'aider les gens. Il te faut des moyens, ça d'une part. L'engagement et la mobilisation des jeunes, assez souvent on le rencontre. Hein, c'est pas aussi facile de nos jours de mobiliser les jeunes pour être là comme bénévoles, volontaires, toute une semaine, toute la journée, et ainsi de suite. Donc c'est pas évident hein, aussi de quitter sa zone de confort, son internet, son jeu électronique et tout ça pour venir aider les autres. Et c'est ça, hein, donc du coup les moyens financiers et puis les ressources humaines, je pense que ce sont les problèmes majeurs. Hein. Les autres problèmes côté logistique, je pense qu'on peut les résoudre hein. Petit à petit. Ça arrive des problèmes, ainsi de suite. Mais si t'as un bon financier, une caisse qui est pleine, plus des ressources humaines qui sont là, je pense qu'il y aura pas de problème là-dessus. Merci. Quelqu'un veut réagir par rapport à ce que vient de dire Nidal? C'est un peu la même chose ici. Hein. C'est exactement ce que vient de dire Nidal, c'est-à-dire que les problèmes ils viennent surtout le pouvoir d'agir de la population et des gens, il est là. Quoi. Il n'y a pas de problème à ce que les gens agissent. Alors c'est sûr que des fois ça s'essouffle, hein, les bénévoles, mais quand même les gens sont là. Après c'est les pouvoirs politiques. Quelle réponse les pouvoirs politiques face à ça? C'est ça le plus gros problème. Donc c'est l'argent, c'est qu'est-ce qui est mis à disposition et comment c'est mis à disposition. Parce que quand des pouvoirs politiques publics jettent à la tête des bénévoles des choses à faire à leur place, ça c'est pas possible non plus. On peut pas. Nous on est des bénévoles, on n'est pas des travailleurs sociaux.
chacun a son boulot. Nous, on est des artistes, il y en a d'autres qui sont des boulangers, des pharmaciens, des comptables, etc. Donc, on fait ça en tant que voisins, être humain, et comme voilà, chacun disait, c'est faire penser aux autres, et on aimerait bien que les autres aussi pensent à nous, et inversement, qu'on est interdépendants, je pense, sur cette terre, les uns des autres, et dans un contexte plus petit d'un quartier, on est interdépendants, je pense, les uns des autres. Mais à un moment donné, on se heurte aussi à des freins institutionnels, quoi, parce que les moyens financiers, ben, on les a pas forcément. Mais du coup, c'est aussi un combat par rapport à ça. C'est-à-dire de ces déblocages-là, parce qu'il y a des institutions à un moment donné qui font des blocages, sans citer personne, mais vraiment. Et face à ça, on est un peu impuissant. Ok. Merci beaucoup. Peut-être un témoignage de l'Espagne. María. Respecto a las instituciones y al hecho de que estaba diciendo que realmente llega un momento que desde las asociaciones y desde la sociedad civil ocupamos un sitio, un espacio dentro de lo que es la ayuda que podría pertenecer más bien a las instituciones. ¿En qué momento nos situamos? ¿Cuándo pasamos la barrera? Yeah, in my case, I think the biggest obstacle is the access to financial support from the state as NGO, because I think it's quite difficult to access that point. And if you are not the friend of the friend of the friend of the people who is deciding, maybe you wouldn't get it. And they tell us continuously that our help is already being it's been covered by their institutions, but they are not. Even during COVID, political institutions, the government and the biggest NGOs in Spain, as Caritas, Cruz Roja, etc., they have been calling us, asking us for help and to attend families that they couldn't attend. So the relationship with the state is hard from Spain, because the biggest obstacle is receiving economic resources. Access to the economic resources from state and government is hard. And even if they don't recognize that your labor, the work that you are doing is necessary, because if you don't attend those people, anyone is going to attend them. Even they are not going to attend them. So it's quite hard. But we have to adapt and try to do our best. I don't know. Thank you. It's hard. Vous avez lu, c'est bon? Merci, María. Muchas gracias por tu testimonio. A ti, por traducirme. La verdad que es todo muy interesante. C'est super intéressant tous les témoignages que vous êtes en train d'apporter. On prolongerait bien encore un petit peu. On a prolongé de 10 minutes, mais le fait qu'on ait plusieurs activités à transmettre en live nous oblige à terminer la séance et à vous remercier vraiment tous pour les témoignages que vous avez apportés et à vous les pour avoir fait mener la séance. C'était super intéressant. Et aux jeunes qui sont venus nous parler, vos interventions étaient vraiment super. Vraiment, merci les gars. Et vraiment aussi, merci beaucoup pour être venus. Merci à vous tous aussi d'avoir été là. Au scout en Tunisie, soit en Algérie, à Kautar aussi, ton témoignage a été vraiment poignant. Je pense que ça nous a tous laissé un peu. Ouais. Et à Lille, tout le monde, tous ceux qui ont participé. Et merci beaucoup. Muchísimas gracias. Thank you. Seguimos, on continue avec d'autres choses après, avec un thème qui nous concerne tous également. On va parler de l'environnement. À partir de là, dans une minute, on continue avec un point sur un défi qu'on a mis en place pour justement parler de l'environnement maintenant, parce qu'on pense que c'est aussi une thématique principale et qui a été éclairée par le contexte. Donc, je vous invite à nous rejoindre de l'autre côté ou à regarder ce qui va se passer sur Facebook.
Et merci beaucoup. Thank you all. Muchísimas gracias. Et... Oui. Merci. Tu m'entends? J'ai grandi, j'ai appris, c'est plus comme avant. J'ai connu la misère pendant tout ce temps. J'ai les mêmes problèmes qui me hantent la tête. Une histoire de folie que j'ai vécue. Tous les jours passés, j'essaie de tout oublier. Parce que c'est une histoire d'enfer. Délivré, je suis plus dans le désespoir. Faudra que je tape dur pour réaliser les vues de la maman. J'ai changé de vie, changé de continent, mais jamais changé de mentalité. Descendant de Sékou Touré, je viens de la Guinée. Travail, justice, solidarité. À 15 piges déjà, je connais c'est quoi la vie et l'être humain. Parler sans rien faire, ça va jamais résoudre tes problèmes. Je suis un black boy, fort comme mes ancêtres sombres. Une partie de ma vie cachée dans un cercueil. Je raconte plus ma vie dans tout ce que j'ai vécu. Ça a été les moments pires de ma life. Bah ouais, comme on le dit, dans la vie c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Et oui, c'est comme ça se passe de nos jours. Il y a longtemps les choses se passent comme d'hab. Je suis venu, je veux ma part. La daronne me disait à tout moment de ne jamais écouter tous ces chiens-là. Ils bavardaient pendant que nous on taffe tard. Toute la nuit posée dans le bad five. Chacun sa life, en mode noir, en mode noir. Parfois on s'y perd sans son repère. Bah ouais je le sais, je me suis retrouvé dans le désert. Et dans la main de tous ces méchants. J'ai crié sur tous les temps, plus personne ne pouvait m'entendre. Les parents oublient, s'inquiétaient beaucoup pour moi. Mais aujourd'hui je dirais Alhamdoulilah, les temps ont changé. On veut tous avancer, mailler sans s'arrêter. Tous les week-ends je suis enfermé en 4 murs. Je pense à ma mif, dans mon monde j'ai jamais connu le bonheur absolu. Mais j'ai une solution à tous mes problèmes. Maman, ton fils a grandi, faudrait que je tape dur pour me rattraper de tous ces temps perdus. Ça se voit que j'ai la dalle, comme les chiens de la cave. C'est normal, arrête de faire le costaud si t'as rien dans le ventre. Hey. Allô papa, t'inquiète pas, achat demain je suis mais pas, ils savent bien de quoi je suis capable. Ça parlait en croyant que j'ai pété un câble. Je veux rapper, non déraper, taper toutes ces dabas.